Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Feedback et je suis ravie de te proposer aujourd'hui cette interview avec Marie de Devenir moi en mieux. Marie, pourquoi je l'ai invitée sur le podcast? Tout simplement parce qu'elle a réussi à trouver les clés du fameux équilibre vie pro, vie perso. Pourquoi je te dis ça? Parce que Marie, elle est à la fois salariée avec un poste à responsabilité, elle est autrice de 14 livres et elle est aussi entrepreneur puisque elle développe une box dédiée entièrement au développement personnel, une vraie communauté autour de ce thème-là. Marie, tu vas voir, va nous donner énormément de clés concrètes et pratiques pour mettre en place ce fameux équilibre vie pro, vie perso ou cette fameuse harmonie, comme elle le dit. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans Feedback. Alors nous, on se connaît depuis un petit paquet de temps maintenant, 2-3 ans peut-être. Ouais, ça doit être ça. Un truc comme ça. Je sais plus très bien. Et ça fait un moment que je voulais t'inviter dans le podcast. Et là, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, en plus sur un sujet. Je sais que ça va parler à tellement de personnes. L'équilibre vie pro, vie perso. Et je voulais que ça soit toi qui en parle dans Feedback. Parce que pour moi, t'es un peu un modèle par rapport à ça. T'as testé plein de trucs. T'es très axé développement personnel, t'en parles beaucoup et tu mets en place beaucoup de choses de ton côté pour arriver à trouver cet équilibre vie pro, vie perso. Et je voulais que tu nous racontes un petit peu ton parcours, ce que t'avais mis en place toi pour y arriver et pas mal de conseils à côté sur lesquels on va échanger. Donc j'aimerais que tu commences d'abord par présenter ton parcours et qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser au dev perso de façon plus large. Bah déjà merci beaucoup de l'invite. C'est vrai que on a tellement discuté toutes les deux en off de tout ça que c'est super qu'on puisse en parler et que tes auditeurs auditrices et auditeurs puissent en profiter puis partager après avec nous. Donc écoute, moi je vais avoir 50 ans dans pas longtemps, dans quelques jours et si on remonte 7 ans en arrière, j'avais comme on voit un petit peu partout, cocher toutes les cases. C'est-à-dire que j'avais un boulot, un mari, 2 enfants, parfait, la vie parfaite, comme ça en extérieur. Le chien, le chat, il y avait quoi? Non, pas de chien, pas de chat. Ah un hamster. Mais j'avais envie de différent, de plus, et je culpabilisais un peu de me dire, écoute, t'as quand même tout ce dont 95% de la population mondiale rêve, donc reste tranquille et arrête. Et en fait, je me suis intéressée au développement personnel et aux outils aussi d'organisation et aux neurosciences et vraiment à des sujets comme ça transverses via des podcasts au départ. Je suis tombée sur un podcast, c'est pour ça que c'est un média que j'adore depuis. Je suis tombée sur un podcast sur Spotify d'une nana qui parlait du modèle de Brooke et Brooke Castillo. Du coup, après, je suis tombée dans la marmite et j'ai écouté plus de 300 épisodes en 2 mois. Heures. Et ça a complètement changé ma vie. Donc j'avais tout ce dont on peut rêver, mais je courais après le temps, j'étais débordée, je criais après mes gosses, j'étais pas bien dans mon job, j'étais pas bien dans mon couple. J'avais des moments sympas avec des amis, des vacances, tout ça, mais voilà, j'attendais le vendredi, j'attendais les vacances. Et voilà, c'était pas une vie qui me satisfaisait à l'époque. Et grâce au travail que j'ai fait sur moi, et aussi pour l'anecdote, au travail que j'ai fait avec mes potes, à l'époque, j'avais mon meilleur ami, on se connaît depuis 48 ans, qui habitait à Colombo, au Sri Lanka. Et je lui parlais de toutes mes découvertes scientifiques ou moins scientifique sur le cerveau, comment on fonctionne, etc. Et il me dit, à l'époque, il habitait donc à Colombo, il y avait 8 heures de décalage. Donc il me disait, écoute, écris-moi ça sur une page Word et puis je le ferai parce que là il est 2 heures du mat, je le ferai demain et je te dis si ça m'a fait avancer. Et du coup c'est comme ça que mes premiers programmes sont nés, c'est-à-dire que tout ce que j'avais ingurgité, parce que là je te parle de ça, c'était 2019.
Donc tout ce que j'avais ingurgité depuis 2017, j'ai une maturation assez longue, moi assez lente, de des choses que je lis, que j'entends, que j'écoute, etc. Et je me rendais compte autour de moi que, en fait, les gens comprenaient intellectuellement les concepts. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour aller mieux. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, se coucher plus tôt, se lever pour faire des choses qui nous plaisent, faire du sport, manger bien. Tout ça, on le sait, et pourtant on le fait pas. Donc c'est ce qui m'a interrogée au départ. Et aussi cette grande question de j'ai pas le temps. Le j'ai pas le temps, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu hérissée. Ou alors les gens qui te disent ah mais toi c'est normal que t'aies le temps de faire tout ça parce que t'es quelqu'un d'organisé. Donc toutes ces fausses étiquettes en fait qu'on nous colle et qu'on se colle à nous-mêmes depuis notre enfance. Je les ai décollées petit à petit et j'ai créé donc comme ça des exercices, des programmes. Après, comme j'aime beaucoup les chiffres, les cycles et les challenges, je me suis en novembre 2019, je me suis dit tiens, je vais écrire 7 programmes de 7 étapes en 7 mois. Et donc c'est ce que j'ai fait de novembre jusqu'en mars. Et c'est là que sont nés les cahiers en fait Deviens-moi en mieux. Donc ça, c'est mes premiers programmes que j'ai publiés du coup en 2022. Il s'est passé 3 ans parce qu'entre-temps, j'ai développé mon compte Insta. Donc au début, c'était vrai pour parler en fait des choses qui me plaisaient avec des gens qui étaient intéressés par ces thèmes-là et arrêter de saouler ma famille aussi. Saouler mon mari qui me disait qu'est-ce qui t'arrive, t'es tombé dans une secte, qu'est-ce que tu me racontes avec tes histoires de cerveau Donc voilà, depuis il est super content. Que j'ai fait toutes ces démarches-là et tout ce travail-là sur moi-même parce que on s'est jamais aussi bien entendus tous les deux. J'ai jamais eu des si bons rapports avec mes enfants aujourd'hui en termes de communication et vraiment d'échange et de vraies connexions très profondes. J'ai pas changé de boulot, j'ai toujours le même boulot. Par contre, j'ai l'impression d'avoir un boulot complètement différent parce que j'ai une vision différente aussi des gens avec qui je travaille, de mes missions, du temps que j'y consacre. Et pour te faire un résumé en fait de tout ça, si on remonte à 7 ans, comme je te dis, j'étais débordée, pas le temps, ça allait pas dans toutes mes sphères de vie. Et là aujourd'hui, j'ai pas changé de boulot, j'ai pas changé de mari, j'ai pas changé de maison même. T'as pas changé d'enfant. Pas changé d'enfant, je les ai pas rendus. Et j'ai une vie complètement quand même différente. Voilà, j'ai écrit pratiquement 14 bouquins. Là, j'ai reçu le 14e ce matin. J'ai fait le unboxing ce matin en live sur Insta. J'ai créé des masterclass, j'ai développé mon compte Insta avec des followers qui sont hyper engagés, avec beaucoup de connexions, beaucoup d'échanges, et j'ai rencontré des gens fabuleux dont tu fais partie, Elodie. Merci. Plein d'accompagnants, de coachs, de thérapeutes, vraiment du plus pragmatique comme toi qui accompagne les managers au plus perché. Voilà. Et je continue de m'ouvrir, je continue de découvrir, je continue de lire tous les jours des bouquins non fictionnels et aussi des bouquins fictionnels et écouter des podcasts, etc. En fait, c'est une vie qui est sans fin, c'est un épanouissement qui est sans fin parce que c'est un développement sans fin aussi. Oui. Le développement personnel, c'est pas je m'y consacre pendant un mois et après c'est bon, j'ai réglé tout ce que j'avais à régler. Absolument pas. C'est le travail de toute une vie. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de t'inviter dans le podcast parce que justement, t'as bien mis le doigt dessus. Tu n'as rien changé dans ta vie. En fait, tu n'as rien changé d'extérieur. Ton boulot, ta famille, ta maison, comme tu dis, ton lieu de vie, etc. T'as changé ce qu'il y avait à l'intérieur de toi et au final, tu te sens beaucoup mieux aujourd'hui dans presque la même vie que t'avais il y a 7 ans alors que tu te sentais mal il y a 7 ans dans le même contexte. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui ressentent certainement ce mal-être dans certaines sphères de vie ou dans plusieurs et qui sont persuadés que le changement va résoudre tous les problèmes. Or, et je pense qu'on pense pareil, je suis convaincue, moi je sais que je partage souvent ça par rapport à le burn-out que j'ai fait. J'ai fait un début de burn-out, mais je suis quand même retournée travailler dans la même boîte parce que j'ai compris que la source principale du problème, c'était pas ma boîte, c'était pas mon équipe, c'était pas mon boss, c'était moi et ce que je mettais en place. Et il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées que tout va se résoudre par magie si elles changent de contexte. Mais si on fait pas ce travail sur soi, ben on va juste déplacer les problèmes et revivre la même situation quelques mois plus tard. Donc c'est pour ça que c'était important pour moi de t'inviter dans Feedback parce que c'est l'exemple même d'un équilibre vie pro vie perso retrouvé alors que t'as pas changé les facteurs extérieurs. Donc c'est ça qui est génial. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on galère autant à trouver cette sensation d'équilibre? D'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est
un équilibre forcément à 50-50. Quelle est aussi ta vision par rapport à ça et pourquoi c'est si compliqué d'arriver à trouver cet équilibre, à se sentir bien dans son boulot, dans sa famille, avec ses amis au quotidien? Tout simplement parce qu'on a un cerveau. On a tous le même cerveau qui a un fonctionnement très basique. En fait, le cerveau, son job, c'est de nous maintenir en vie et d'utiliser le moins d'énergie possible. Donc, faut l'imaginer un peu comme un immense réseau de câbles électriques. Alors, on n'a pas encore résolu tous les mystères du cerveau, et c'est ça aussi qui est passionnant. Mais en tout cas, après des études scientifiques, on a quand même découvert que le cerveau, ses 3 principales missions, c'est d'éviter la douleur, la peur, et de requérir le plaisir immédiat pour justement maintenir en vie la personne qu'il dirige dans le corps dans lequel il est, avec le moins d'énergie possible. Et du coup, dans n'importe quelle sphère de vie, que ce soit la santé, que ce soit la relation à l'autre ou la relation à son travail, la première pensée qui vient par défaut, renforcée par des biais cognitifs, donc ça c'est un peu technique, mais on a des biais cognitifs, c'est un petit peu les points de jointure entre nos circuits qui font qu'on décide une chose ou une autre, donc dont le biais de négativité par exemple, qui est hyper renforcé chez l'être humain, qui fait que on va prendre la décision et qui va nous demander le moins d'efforts par défaut. Et malheureusement, c'est un peu mal foutu ça, c'est que le moindre effort sur du long terme, c'est souvent des conséquences moins agréables pour nous que l'effort qui est demandé au départ. Par exemple, l'exemple typique, c'est est-ce que je vais faire 1 heure de sport, bouger mes fesses ou regarder Netflix en mangeant des chips? Le cerveau va par défaut nous envoyer tous les messages possibles pour qu'on reste sur notre canapé, alors que si on fait un effort tous les jours de bouger son corps, on sait tous que dans 1 mois et dans 1 an, on aura une bien meilleure santé physique. Et ça va de la même façon. Là, c'est un exemple qui est clair pour tout le monde parce que ça s'applique au corps, mais c'est pareil aussi pour l'état d'esprit, pour les émotions qu'on ressent. C'est-à-dire, est-ce que je vais faire un effort pour avoir une vision plus sereine, par exemple de ma relation avec mes collègues, ou est-ce que je vais être en mode avion comme ça, en pilote automatique, réagir à tout ce qu'on me dit et tout ce qu'on fait, ne pas faire l'exercice d'introspection qui, je sais, me fera du bien si je sors toutes mes pensées à propos de cette situation-là sur mon journal, et si je vais au bureau et en plus le biais de négativité va être renforcé par une météo pourrie, des bouchons en arrivant, etc. Et là, ça part en live. Donc, en fait, moi, j'aime pas trop parler d'équilibre vie pro, vie perso, parce que on s'imagine être sur une corde et on va tomber d'un côté ou de l'autre. Je parle plutôt d'harmonie. Et pour moi, la journée parfaite, en fait, c'est pour ça que là, mon dernier bouquin, il s'appelle Une vie happy en harmonie. C'est que pour moi, la journée parfaite, et du coup, la vie, c'est juste une succession de journées, ni plus ni moins. C'est quelque chose d'harmonieux entre ce qui a vraiment du sens pour moi. Et ça, comme tu le disais tout à l'heure, on peut pas le savoir si on se connaît pas soi-même. Donc la première étape dans tout en fait changement, dans tout le développement et dans toute croissance, c'est de se rendre compte des choses. Et c'est souvent l'étape la plus difficile. C'est-à-dire que tu me disais pourquoi on galère tant à mettre en place des choses qui sont bonnes pour nous dans notre équilibre vie pro vie perso, tout simplement parce que on ne prend pas le temps de faire ce pas de côté et de se rendre compte dans quel état on est. C'est-à-dire quelles émotions je ressens quand je suis au bureau, quelles émotions je ressens quand je suis chez moi seule à 18h, et qu'est-ce que je fais en fonction de ces émotions-là. Est-ce que justement j'ai fait assez de travail sur moi pour me dire là je sens que j'ai une urgence de boire un verre de vin blanc et de manger, j'aime pas le vin blanc, je sais pas pourquoi je dis ça. De boire Non, mais c'est pour l'image sur le canapé, c'est peut-être plus sexy que le whisky que peut-être tu bois, je ne sais pas ce que tu bois du coup. Ah non, alors plutôt gin, moi. On peut partir sur un petit London Mule si tu veux. En regardant mon énième épisode de série Doudou que je regarde tout l'hiver, où est-ce que je vais prendre mon kawaii et aller faire mon heure de marche même s'il fait un temps pourri, etc. Donc voilà, en fait c'est ça, c'est travailler sur soi pour comprendre déjà où on en est, et ensuite avoir une vision claire de vers quoi on veut aller, parce que la plupart des gens c'est pareil, c'est diffus en fait ce sentiment de malaise, de mal-être. Mais quand tu leur demandes mais tu veux quoi vraiment, c'est difficile comme question.
il y a plein de gens et moi la première, hein, quand j'ai fait ces premiers exercices qui étaient proposés par les podcasts justement de Brooke Castillo, qui nous demandait par exemple d'écrire 25 objectifs. C'est un exercice que j'ai repris dans un de mes cahiers. D'écrire 25 objectifs dans les 10 ans à venir, c'est hyper difficile. C'est d'aller creuser au fond de soi, de retrouver vraiment ses rêves d'enfant, ses vraies envies, etc., qui sont liées à ses vraies valeurs. C'est hyper difficile comme exercice. Donc première étape, toujours prendre conscience de où on en est, de ce qu'on voudrait vraiment. Deuxième étape. Et troisième étape, c'est se mettre en action. Et alors là, c'est encore autre chose. Là, c'est plus difficile. Ouais. J'aime beaucoup la deuxième étape que tu dis de réfléchir à ce qu'on veut vraiment parce que alors moi en plus je l'ai vraiment vécu, c'est et tu l'as très bien décrit au début, c'est on a une image qui est imposée par la société de la vie rêvée, la vie idéale ou ce que c'est la réussite vraiment. Comme tu dis, hein, maison, mari, enfant, chien, enfin j'exagère mais et bon boulot. Et moi, je me suis un peu enfermée là-dedans parce qu'effectivement, j'ai senti un grand mal-être alors que je cochais toutes les cases pour moi. J'avais aucune raison de me plaindre. Et au final, j'étais pas bien. Et je culpabilisais d'être pas bien. Et c'est vrai j'ai mis du temps, moi, à savoir ce que je voulais vraiment parce que j'avais des choses qui arrivaient dans ma tête. J'ai commencé à réfléchir à ça. J'avais des éléments qui venaient dans ma tête. Mais au final, c'était pas les miens. C'était ceux, à la limite, que me diffusait ma famille, mon conjoint avec qui j'étais à l'époque, mais c'était pas vraiment ce que je voulais vraiment. Donc c'est important, je trouve, ce travail-là et d'arriver à aller au-delà de ce qui est peut-être imposé par le reste et de vraiment savoir ce qu'on veut vraiment nous au fond de soi. Comme tu dis, se connecter à ce qu'on voulait enfant où on n'était pas, on va dire, formaté autant par tout ce qu'on a autour de nous. Et c'est pour ça que c'était hyper important pour moi que tu cites cette étape numéro 2. Donc voilà, prenez le temps de définir votre propre vie, votre propre réussite, c'est ça qui est important. Et du coup, toi, tu disais l'harmonie vie pro, vie perso. Donc pour toi, parce que je sais qu'il y a plusieurs exercices par rapport à ça, les roues des domaines de vie, il y a pas mal d'exercices là-dessus. Je suppose, comment toi tu vois les choses, voilà. Est-ce que c'est un 50-50? Est-ce qu'il y a d'autres domaines à prendre en compte? Comment est-ce que tu vois l'épanouissement par rapport à ça? Encore une fois, ça va être vraiment en fonction de chacun. Il y a des gens, tu leur demandes, est-ce que c'est important pour toi un épanouissement professionnel? Si on creuse vraiment, non. Et c'est pas grave, quoi. C'est, en fait, comme tu disais, la réussite, ça dépend de chacun et ça dépend des valeurs. Et alors les exercices de roue de vie, etc., c'est super. Mais c'est des étapes de diagnostic. C'est un peu comme dans une entreprise. Tu fais ton SWOT et tu te dis, bon, ok, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, comment je vais pouvoir augmenter ce qui me manque. Mais encore une fois, c'est pas ces exercices-là qui déclenchent vraiment des vrais changements et une vraie harmonisation, en fait, de la vie qui te plairait vraiment au fond de toi. C'est plutôt les exercices de mise en action et, je rajouterai, de mise en action pérenne. Parce que la plupart de ce qu'on consomme sur Internet, gratuit ou payant d'ailleurs, hein, c'est pas pour moi, c'est pas parce que les formations sont payantes ou les accompagnements de certains coachs sont payants qui sont forcément efficaces et durables. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on consomme et ce qu'on trouve, c'est des outils one shot. C'est-à-dire ça te balance un gros coup de boost, un gros coup de dopamine, mais après sur du long terme, c'est très compliqué de garder les bonnes habitudes. Là, je suis en train de lire le livre de Gretchen Rubin là, à propos des bonnes habitudes. Elle dit un truc super intéressant sur le fait que déjà on n'est pas tous pareils. Donc les bonnes habitudes vont pas. Elle définit 4 typologies de gens par rapport à l'engagement vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Déjà, faut bien se connaître encore une fois. L'étape de bien se connaître, elle est essentielle de toute façon, transversalement dans toutes les étapes de changement de vie. Donc c'est hyper compliqué de maintenir des habitudes si on perd le sens. Et le sens, c'est encore une fois une vision claire de ce qu'on veut. C'est-à-dire que en fait, c'est comme tu disais aussi en introduction, c'est que c'est jamais terminé le développement et la croissance. L'homme est fait pour ça, pour se développer, pour croître. Donc si on reste dans une petite cage, on devient un petit caillou tout sec, comme je dis. Alors que si on ouvre la cage et si on s'ouvre à des nouvelles perspectives et des nouvelles visions, c'est à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, moi je rencontre des gens qui me parlent d'outils complètement perchés, je me dis non mais attends, là dernièrement
J'ai une copine qui m'a fait mon thème numérologique. Je gloussais avant. Je disais non mais qu'est-ce qu'elle va me dire? Ça m'a bluffé. Ça m'a expliqué des choses sur moi-même que j'avais encore pas perçues. Donc en fait, à chaque étape de vie, on peut toujours trouver des nouveaux outils, toujours trouver des nouvelles façons de se développer. Et je pense qu'il n'y a pas d'histoire de 50-50 entre la vie perso et la vie pro. Je pense que c'est une harmonie. Je le vois plutôt comme un mélange de couleurs, et en fonction aussi des jours, des semaines, des mois et des années. Et des moments de sa vie, ouais. Et des moments de sa vie, ça va se mélanger différemment. C'est-à-dire que je pense qu'on a aussi besoin tous de passer par certaines étapes de réussite, mais aussi d'échecs, pour pouvoir aussi définir ce qu'on veut vraiment, quoi. Et là, ce que vous voulez vraiment à l'instant T, si vous vous dites là, je suis sûre de cette étape pour moi, ça va être de créer mon entreprise, de la développer, qu'elle fonctionne et que j'en vive, par exemple. Ça peut être une étape d'un salarié qui veut quitter son job, ou ça peut être une étape d'un ancien entrepreneur aussi qui veut revenir au salariat. J'échange de plus en plus avec ce genre aussi de profil. On a des fausses croyances, hein. On a des fausses idées sur les statuts des gens. On est soit entrepreneur, soit salarié, on est soit auteur. Moi, c'est complètement con. Il faut arrêter avec ça. Il faut aller vraiment vers de l'hybride. Il y a des gens comme moi qui sont à la fois salariés, qui sont très contents de l'être. Moi, je suis à plein temps, hein. J'ai un 39 heures, j'ai un poste à responsabilité, mais en même temps, je suis auteur et en même temps, je suis auto-entrepreneur. J'ai créé ma boîte le 19 mars, là. Donc voilà, ça évolue en fonction vraiment des étapes de vie, et l'harmonie, je dirais que au lieu de la voir sur du long terme, il faut la voir à sa juste valeur, c'est-à-dire dans sa journée. Tous les matins, moi, je planifie ma journée en me disant de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, ce qui n'est pas la même chose. Parfois, on a besoin de calme, et on a envie aussi de fun, par exemple. Moi, ça peut m'arriver assez souvent. Et je planifie cette journée-là pour qu'elle soit harmonieuse pour moi. Donc, c'est-à-dire avec, en général, pour moi, après à adapter à chacun, mais pour moi, une vraie journée harmonieuse, c'est une journée où je vais travailler vraiment, le deep work, où je vais me connecter vraiment avec les gens que j'aime, le deep love, et où je vais vraiment aussi me reposer et me nourrir. Alors physiquement, mais intellectuellement aussi, que j'appelle le deep rest. Et ça, en fait, c'était un petit tips que j'avais chopé il y a très longtemps aussi par Gianni Bergandi, qui était un jeune homme qui avait fait un challenge sur YouTube. Il avait lu pendant 1 an un bouquin par jour, dont il avait fait un résumé. Alors avec une lecture rapide, hein. Oui, je me doute, hein, parce que sinon c'est infaisable, hein. C'était un truc de dingue, ce mec-là, et il avait sorti des formations et tout ça, des trucs avec hyper quali. Et à l'époque, il n'était pas du tout connu. Bon, maintenant, il a un peu disparu des réseaux. Je pense qu'il a monté sa boîte de coaching et qu'il fait un truc sur du master coaching. Donc voilà. Et ça, pour moi, c'est un espèce, tu vois, du coup, c'est plutôt, au lieu de dire 50-50, c'est plutôt 3 tiers, dont 2 tiers qui sont quand même liés à moi plutôt qu'aux autres. Il y a ça aussi dans l'harmonie. J'aime bien ça. L'harmonie, c'est pas que entre le perso et le pro, c'est aussi entre soi et les autres qu'il faut la trouver. Oui, parce qu'au final, on peut aussi être vite envahi. Alors là, c'est l'introverti qui parle. Hein. Envahi par les autres, leurs besoins, comment est-ce qu'on y répond, et limite notre journée. Et c'est ça aussi qui peut faire sentir un mal-être. Hein, et moi, ça a été mon cas, où en fait, tu fais passer les autres avant toi. Et ta journée consiste juste à répondre aux besoins des autres et plus du tout aux tiens. Et effectivement, ça peut amener ce déséquilibre. Moi, en tout cas, c'était ce que j'avais vécu. Et du coup, dans ton quotidien aujourd'hui, quels sont tes indispensables ou tes non négociables dans tes journées? Puisque du coup, t'as dit que ton élément de mesure, ta fréquence même, c'est la journée. Quels sont tes non négociables pour toi? Parce que moi, c'est quelque chose que je propose souvent à mes élèves de Manager 360 dans leur organisation. Pour arriver à reprendre le dessus sur leur agenda, je leur demande leurs non négociables. Et c'est souvent difficile pour elles de les formuler parce qu'on n'a pas l'habitude. Et du coup, je suppose que t'en as. Et je voulais savoir quels étaient les tiens pour passer, du coup, une bonne journée et être, comme tu dis, dans une journée harmonieuse dans laquelle tu te sens bien. Alors, c'est devenu quasiment millimétré mathématique, mais moi, mon credo, c'est que pour gagner en liberté, il faut planifier. Donc ça, je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord, mais qui m'appellent et on en discute et je leur montrerai qui
qu'ils ont tort. Les gens qui pensent que de rien planifier, c'est du coup la liberté, c'est faux, parce que ça se remplit, la nature a horreur du vide, et on remplit ses journées de rien, voire, comme tu disais, d'urgence, mais pour les autres et pas pour soi-même. Donc moi, les indérogeables, c'est déjà tout ce que je planifie pour moi. Alors, en fait, j'ai trois timelines. J'ai des projets que je mène à 90 jours. Donc ça, on pourra en reparler peut-être sur un autre podcast si tu veux. J'avais fait un podcast sur les plans à 90 jours. Ah voilà. C'est vrai que on a, alors ça c'est lié aussi au biais des entreprises, on a l'habitude de se projeter plutôt à l'année. Et en fait, un objectif, ça peut évoluer tellement vite, ou des projets. C'est ça. Enfin, dans l'année, il peut se passer tellement de choses. Et donc c'est vrai que j'avais fait un podcast tout entièrement sur les plans à 90 jours. Je mettrai les liens dans la description. Parce que 3 mois, c'est une bonne durée. Pourquoi ? Parce que ça permet de vraiment faire un bilan de ce qu'on a fait ou pas, réussi ou pas. Et on peut vraiment ajuster et se rendre compte très facilement au bout de 3 mois, bah ok, je me suis donné à 100% dans ce projet. Et au bout de 3 mois, si jamais c'est pas vraiment ce qu'on veut ou que ça donne pas les résultats escomptés, d'un point de vue pro comme perso, bah, on peut vite changer et on a perdu que 3 mois dans sa vie, c'est pas grand chose. Donc effectivement, j'aime beaucoup le fait que tu dises, voilà, bah, projet 90 jours et je prends du temps pour avancer dessus chaque jour. De quoi ? Voilà, je savais pas que toi aussi c'était ton... Si. Ah si, ouais. Donc voilà, donc ces projets à 90 jours. Après, j'ai toutes les semaines, en fait, les lundis matins, je planifie ma semaine pro. Et le dimanche soir, je planifie ma semaine perso, dans laquelle j'inclus, du coup, les kiffs. Pour moi, les indérogeables, c'est ça. C'est déjà les kiffs. En fait, ce qu'on planifie en dernier, c'est ce qu'on devrait planifier en premier. C'est-à-dire ce qui est bon pour moi et qui me remplit de joie. Donc moi, ça va être aller à la danse, par exemple. Aller au cinéma avec ma fille, faire un week-end avec mon chéri, etc. Voilà. Donc je planifie en priorité mes kiffs. Et après, en second, ce qui est obligatoire, on va dire. Donc mes réunions de boulot, les rendez-vous médicaux, les trucs comme ça, que j'ai très peu parce que voilà. Mais ce que les gens peuvent avoir, donc les choses obligatoires. Et en troisième, après, justement, je laisse du temps aussi de libre pour les impondérables, pour les événements que je n'avais pas prévus, et pour aussi travailler sur mon projet à 90 jours. Et après, donc à la journée, dans ma timeline journée, déjà une bonne journée, ça commence la veille. Donc moi j'ai pris l'habitude depuis assez longtemps de me coucher tôt, alors voire très tôt pour certains. À 21h, je me mets en mode avion déjà, et je suis dans ma chambre avec un bouquin ou une série jusqu'à 22h, et en général à 22h, il y a plus personne. Et après, donc mes habitudes du matin, là que j'ai mises en place en plus de façon très rigoureuse depuis janvier, et ça me fait un bien de fou. Et pourtant, je voulais le faire depuis longtemps et je repoussais en me disant, parce que j'ai le même cerveau que tout le monde, en me disant non, ça c'est pas pour moi, je pourrais pas, etc. Et si on peut très bien, c'est de rester en mode avion encore 1 heure. Quand je me lève, je n'allume pas mon téléphone. Ah ouais, ça j'y arrive pas encore. Ouais. Voilà, ça j'y arrivais pas et je me disais non mais c'est pas possible, si t'as un message important, blablabla, nanana. Sauf qu'en fait on est agressé par les messages qu'on n'a pas demandé, parfois même qui ne sont pas du tout importants en fait, mais qui nous polluent dès le réveil. Et qui vont bousculer notre journée en plus. Qui vont bousculer notre journée parce qu'on peut enchaîner sur un message en faisant un truc qui n'a rien à voir avec la salade et finir à 11h du matin et sur le même truc alors que ça aurait pu vraiment attendre l'après-midi, etc. Donc ça c'est un truc que je me suis forcée au début, Elodie. Ça n'a pas été facile parce que de toute façon toute la mise en place d'habitude c'est simple mais c'est pas facile. Oui, voilà. C'est pas facile. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout le monde est en capacité intellectuelle de le comprendre, donc c'est très simple. Par contre, c'est jamais facile. Donc il faut je me suis forcée au début. Et donc pendant cette heure-là, alors pareil pour le café, je prenais un café dès le réveil. Et j'ai entendu un podcast de Mel Robbins, je crois, qui disait que ça envoyait un super mauvais stimuli au cerveau qui te dit que tu peux te réveiller que avec la caféine. Donc maintenant, je bois un verre d'eau alors que je n'aime pas l'eau. Et pareil, ça a été une galère, mais ça y est, je le fais et je pose même plus la question. L'habitude, en fait, c'est ce que dit Gretchen Rubin là dans son livre, et c'est priceless quand on comprend ça. Une bonne habitude, c'est un choix qu'on ne fait plus. C'est-à-dire, c'est une décision qu'on n'a plus à prendre. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand on le fait, par exemple, se brosser les dents, c'est une décision qu'on ne prend pas tous les matins, on le fait. Et ben, c'est pareil.
il faut que au bout d'un moment, cette décision-là, elle soit prise. C'est automatique. Naturellement par notre cerveau en mode autopilote sans se poser la question. Donc quand je me réveille, je t'avoue que je me pose parfois encore la question de est-ce que je vais faire cette routine ou est-ce que et puis tout de suite tu te dis là par exemple je suis off aujourd'hui, je travaille pas, j'ai pris un jour. Je me suis dit en me réveillant tiens, est-ce que je vais faire cette routine ou est-ce que je vais directement je sais pas, aller sur TikTok, faire un truc où t'as un reward direct, tu sais, de dopamine. Et je me suis dit non, tu t'y tiens, tu continues, je vois pas pourquoi tu changerais. Voilà, j'ai un peu bataillé avec moi ce matin, mais la plupart des matins je bataille pas. Et donc c'est ça, c'est verre d'eau, lecture d'un bouquin non fictionnel. Donc en ce moment je lis Gretchen Rubin. En plus ça te permet ces habitudes-là de faire beaucoup plus de choses que quand tu te laisses du temps dans la journée en disant tiens, il faudrait que je lise ce bouquin, mais tu le lis jamais en fait. T'as une pile à lire qui déborde, qui est aussi grosse que l'Australie au bout d'un mois, surtout comme moi quand t'achètes plein de bouquins tout le temps. Donc je lis un bouquin non fictionnel, j'écris une page de journaling dans un super beau carnet que m'a offert mon ami Camille quand on s'est vu à la convention Viking. Autre vie, autre podcast. Camille, si tu nous écoutes, merci encore. Donc j'ai un super beau carnet, mais je le dis parce que c'est important aussi d'avoir parfois des beaux objets. Moi je suis pas du tout matérialiste, on en a déjà parlé, ça aussi Elodie. J'achète rien comme ça par impulsion. Par contre, quand j'ai un petit peu de sous de côté, c'est vraiment pour me faire plaisir, pour des beaux objets. Donc voilà, avoir un beau carnet, avoir un beau bouquin relié, etc. Ça peut être aussi, ça peut renforcer les bonnes habitudes. Et après, je planifie ma journée du jour avec, comme j'ai une application qui s'appelle Structured, dans laquelle je planifie ma journée. Je sais que toi, tu utilises Notion, par exemple. Ouais. Donc voilà. Et en fait, si tu veux, je me lève à 6h20, à 7h20, ma journée elle est faite. C'est-à-dire que tout ce qui reste, c'est du bonus. Et ça, c'est ça qui est génial, en fait, dans les routines matinales comme ça. Quand on trouve la sienne. Moi, par exemple, je fais pas de sport le matin, j'ai horreur de ça. J'ai essayé une fois de faire du yoga, ça m'a donné la nausée pour la matinée, c'était non. Donc, chacun doit trouver, par contre, ce qui le fait kiffer. C'est pas une routine, le Miracle Morning, c'est naze. C'est pas, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes envies et aussi la même énergie. Moi, le matin, j'ai une énergie créatrice très forte. Donc, de lire, d'écrire et après de produire mon contenu. Parce que juste après avoir planifié ma journée, je commence direct ma prod jusqu'à 8h au moment où je pars pour mon taf. Voilà. Tu t'adresses effectivement aux bonnes personnes puisque moi-même, je ne suis pas vraiment du matin. Mais ton exemple est super intéressant. Alors là, j'aimerais rebondir sur beaucoup de choses. Effectivement, je pense que c'est à chacun et chacune de se trouver sa propre routine du matin. Pourquoi c'est important? Alors moi, au départ, j'étais très en mode, voilà, j'ai entendu parler du Miracle Morning. Je l'ai jamais testé, mis en place parce que effectivement, je trouve ça très rigide. Et clairement, je vais pas mettre mon réveil à 5h du matin pour faire tout ça. Je suis une grosse dormeuse, donc j'ai besoin de sommeil. Et au début, c'est vrai que je me laissais un peu bercer par, je me lève, je mange, je pars direct au taf, toilette, tout ça, je me pose pas de questions, je fais rien. Mais je me suis rendu compte que c'était important de penser à soi, de prendre du temps pour soi, de se nourrir le matin avant d'aider sa journée aux autres. Donc moi, étant manager, ça veut dire que je pouvais pas accueillir les demandes des autres et m'occuper des autres si je m'occupais pas de moi-même en premier le matin. Et c'est là où j'ai compris que c'était important. Donc moi, ma routine, elle est pas compliquée et elle va pas durer 10 ans, et ça peut être très fugace, hein. Alors, c'est vrai que le café, normalement, au réveil, est pas très bon aussi pour des questions, ça va sécréter, alors, je vais pas dire de bêtises. Je me demande si c'est pas le cortisol ou un truc comme ça. En tout cas, il vaut mieux que ça soit sécrété 2 heures après le réveil plutôt que direct. La nana qui dit ça, qui a bossé dans le café pendant 12 ans. Et, alors, surtout ceux qui travaillent dans mon ancienne boîte qui m'écoutent, me jetez pas la pierre. Mais qui dit ça et qui prend quand même son café le matin au bout d'une demi-heure. 2 heures, j'ai essayé des fois, c'est vrai que c'est bien, mais des fois, j'ai quand même envie de ça le matin. C'est difficile. J'arrive pas encore à passer au-delà d'une demi-heure, mais c'est pas grave. Mais ça peut être juste la routine du matin. Ok, il y a les enfants à préparer. Ok, il y a plein de choses à faire le matin. Et je trouve ça hyper intéressant que tu témoignes aussi de ça dans le podcast parce que t'as 2 enfants, t'as un boulot, t'as une activité à côté. Enfin voilà, t'as des journées méga remplies et tu prends quand même le temps de faire ça le matin. Je trouve ça génial. Mais ça peut être juste
prendre son verre, son mug de café ou de thé sur sa terrasse quand il y a un rayon de soleil, ou tranquille dans sa chambre ou dans son canapé pendant 5 minutes, sans son téléphone, juste en mode, soit j'écris, soit je réfléchis à ce que je vais faire dans la journée. Enfin, ça peut être juste 5 minutes, mais c'est hyper important. Ça peut être aussi, moi, ma routine du matin, c'était sur le chemin pour aller bosser, soit j'écoutais de la musique à fond pour me mettre en forme et à chanter à tue-tête dans la voiture que tout le monde me regardait. Et certains matins, j'avais besoin d'écouter des podcasts, mais en tout cas, c'était pas je passe mes appels du boulot dès mon trajet pour aller au travail. Je prends aussi ce temps pour moi qui me faisait du bien. Voilà, ça peut être des petites choses très simples qui prennent pas beaucoup de temps. Si on peut prendre 1 heure, tant mieux, mais ça peut être du 5 minutes, du 10 minutes, du 1/2 heure, du 1 heure. Il y en a qui peuvent prendre 2 heures. Il y a aucun problème avec ça. C'est à chacun de trouver ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place. Surtout, Élodie, moi, j'ai pas pris 1 heure comme ça du jour au lendemain pour moi. C'est ça, aller petit à petit. C'est aussi, voilà, ça a été aussi en 5 ans avec, au début, c'était 5 minutes, comme tu dis, 10 minutes, etc. Faut pas reculer son heure de réveil non plus du jour au lendemain. C'est aussi une autre organisation, vis-à-vis de soi-même. Le but, c'est pas de se faire du mal parce que les bonnes habitudes, elles tiendront pas. Sinon. C'est ça. Donc, une bonne habitude, c'est quelque chose qui fait du bien, qui rentre dans une routine, qui ne bouleverse pas complètement la vie aussi des gens avec qui on vit, comme tu l'as dit, et qui peut être maintenu sur du long terme et amélioré en fait. C'est ça, c'est le petit pas qui s'améliore chaque jour. Et et je pense qu'en 5 ans, t'as dû passer par pas mal de test and learn, à tester des choses, et finalement, tu l'as dit, le yoga, ça t'allait pas. Ça permet vraiment d'adapter, de trouver. Moi, je sais que j'ai essayé quelques pages de lecture le matin. Mais finalement, ça me rendort presque plus qu'autre chose. Donc, je le fais pas le matin, je le fais plutôt le soir. Ça me met pas dans moi, j'ai besoin d'avoir, je suis pas du matin, donc j'ai besoin d'avoir des choses qui me donnent vraiment de l'énergie. Donc ça va pas. Bien sûr. Le journaling, ça marche. Je le fais pas tous les matins, mais j'en fais un petit peu. Et c'est vraiment, voilà, j'invite les personnes qui nous écoutent à essayer déjà de réfléchir de leur côté, peut-être à mettre en place dès demain, après avoir écouté ce podcast, quelle action elles peuvent mettre en place dès demain matin, quelle petite routine qui leur ferait du bien, même si c'est que 5 minutes, et à se dire, cette semaine, voilà, je fais ça chaque matin, et je vois ce que ça donne. Parce qu'effectivement, c'est important de prendre du temps pour soi, dès le départ de sa journée, avant de, ça y est, je suis prête pour le boulot, la famille, etc., etc. Et je trouve ça hyper intéressant que t'aies partagé tout ça, sachant que t'as une journée de Wonder Woman. Moi, je trouve ça exceptionnel, tes journées, mais c'est justement parce que je prends ce temps-là pour moi qu'après, il y a aussi, tu vois, vis-à-vis des émotions. Avant, quand tu démarres, justement, comme tu disais, tu t'occupes de tout le monde, sauf de toi, tu te mets ton mascara dans la voiture, t'arrives à l'arrache au boulot, etc. La première personne qui va te tomber dessus en te disant, hey, Marie, je suis dans quelle salle? Là, c'est exemple type de ma vraie vie. T'as envie de le défoncer. Parce que tu t'en veux à tout le monde, alors que au départ la personne, elle, voilà, c'est pas du tout une mauvaise question ni une attaque. Alors que quand tu prends du temps pour toi, tu gagnes des crédits en fait, tu gagnes des crédits de bonne humeur et de recentrage, et t'en veux pas du tout à la terre entière du coup. Et comme tu disais l'exemple du podcast ou de la musique dans la voiture, alors ça fait partie aussi de mes routines. Moi, pareil, mon téléphone pro, je l'allume à 8h30 quand j'arrive au boulot, quoi. Travail. Voilà, c'est ça. Et pas à 7h quand tu te réveilles et que là t'as tous les messages de la veille. En fait, alors sauf si vous travaillez dans un bloc opératoire, là je pense à une des filles qui fait partie de la boxe. Coucou Sandrine, si tu nous écoutes. Mais si tu n'opères pas à cœur ouvert et que t'as un boulot qui ne requiert pas, ta présence H24, que tu sois manager, que tu sois salarié, ou même responsable d'un gros service, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, vraiment, c'est une expression un peu pourrie, mais il n'y a pas mort d'un être humain. Donc il faut aussi recentrer un peu ses priorités en se disant, voilà, 5 minutes, comme tu dis, 5 minutes boire son thé en regardant le ciel, ça va pas changer la journée de la personne qui a besoin d'aide au boulot, mais par contre ça va changer toi, ta journée complète. Et du coup, ton relation avec cette personne-là qui a besoin d'aide. C'est hyper important. Complètement. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui se sentent vraiment... je sais que t'aimes bien le côté orga, voilà, comment retrouver du temps, comment arrêter de courir après le temps, comment arrêter de dire « je suis débordée, j'ai pas le temps ». Quels sont peut-être les 3 conseils ou les 3 actions qui, toi, t'ont vraiment aidé dans ton développement personnel, peut-être au début, il y a 7 ans,
quelles sont vraiment les 3 actions qui pourtant ont été game changer pour retrouver l'harmonie dans sa vie et un peu commencer à sortir la tête de l'eau. Même si on a dit Mettre déjà du fun pas mal de choses, hein. Mais ouais. Ouais, mais moi je dirais, alors pas 3 actions, je dirais une intention transversale à tout ce que vous faites, c'est mettre du fun, mettre du jeu, mettre du challenge. C'est vraiment le levier que j'ai trouvé dans tous les changements que j'ai réussi à faire pour moi et aussi pour les gens que j'ai aidés. C'est de transformer en fait ce que tu veux mettre en place pour toi en un jeu au départ. Pour en fait tout simplement hacker ton cerveau. Parce que si le cerveau, que tu sois quelqu'un qui s'engage pas, que tu sois un peu rebelle, en fait le cerveau, le premier truc qu'il va te dire c'est j'ai pas envie ou je suis contre. Le changement, c'est, tu l'as vu en entreprise aussi, Elodie, tu vois avec les managers, il y a carrément des techniques de changement, le changement c'est le truc le plus difficile pour l'être humain. Et l'être humain préfère rester dans une situation inconfortable que d'agir pour rendre sa situation plus confortable. Donc ça, c'est vraiment par défaut. On est fabriqué comme ça. Donc une fois qu'on le sait, pour le hacker, ce cerveau-là, c'est mettre du fun, mettre du challenge. Donc par exemple, moi j'aime beaucoup les cycles, les chiffres, etc. Et tu l'as dit aussi, commencer dès demain. Bah oui, je réitère ce truc-là, c'est ne pas attendre lundi, ne pas attendre le 1er du mois suivant, ne pas attendre l'année prochaine, parce que sinon on passe sa vie à délayer et puis le lendemain ça paraît moins urgent que voilà. Donc prenez conscience en fait de ce que vous voulez pour vous. Cette étape-là, elle est essentielle. Et une fois que vous avez décidé d'un truc que vous voulez, que ça soit perso, que ça soit pro, que ça soit petit, que ça soit énorme, mettez du fun là-dedans. C'est-à-dire mettez du challenge, découpez ça en petites tranches et voilà. Donc du challenge. Ça, c'est mon premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est justement pour rebondir sur découper en petites tranches, c'est petits pas. Chaque jour, l'effet cumulé, c'est un truc qui change la vie. C'est-à-dire que, pareil, on le comprend très simplement. Si on veut courir le marathon et qu'on s'entraîne une fois par mois 42 kilomètres, on n'y arrivera jamais. Par contre, si on fait tous les jours 1 kilomètre, puis 2, puis 3, au bout de 42 jours, on peut faire... je suis nulle en sport, donc il y en a plein qui vont dire « Non, mais n'importe quoi, c'est des conseils de merde qu'elle donne pour un marathon en 42 jours !» Vous avez compris. Alors, l'exemple que je donne qui me correspond mieux, c'est si vous voulez écrire un roman, vous écrivez 1 page par jour pendant 1 an. Dans 1 an, votre roman, il aura 365 pages. Ça sera peut-être pas un best-seller, ça sera peut-être pas le roman de l'année, mais il aura le mérite d'exister en tant que tel. Donc c'est vraiment ça, l'effet cumulé, c'est ce qui a vraiment changé ma vie, moi. C'est que tous les jours, alors ça peut être tous les 2 jours, tous les 3 jours, en fonction de l'action que vous voulez mettre en place, mais la récurrence, déjà, habitue le cerveau à prendre de moins en moins la décision de le faire, et du coup ça devient une vraie habitude, et ça devient même un plaisir. Donc la récurrence et l'effet cumulé du 1% plus 1% plus 1% égale 100%. Voire 120. Au bout de 100 jours. Donc voilà. Au bout de 120 jours, du coup, ça fait 120%. Voilà. Voilà, c'est ça. Ok, trop bien. Merci. On arrive, je vois que le temps défile. On arrive à la fin de l'interview. T'as donné plein de conseils. T'as donné aussi pas mal de ressources. Déjà, t'as cité pas mal de personnes dans ce que tu as dit. Est-ce qu'il y a, avant de parler, je sais qu'il y a une super ressource qui existe, on va en parler juste après, qui est la tienne. Est-ce que tu aurais des ressources à conseiller, des bouquins, des chaînes YouTube, des podcasts peut-être, qui sont sur ces thématiques-là, qui t'ont aidé, qui t'ont marqué et que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent? Oui, il y a Gretchen Rubin, son livre, alors c'est traduit Ma vie en mieux. Ça ressemble un peu à Devenir moi en mieux. Celui-ci, il est de 2019, je crois. Là, elle vient d'en sortir un autre. Brooke Castillo. Alors, il faut comprendre l'anglais, mais Brooke Castillo et Mel Robbins, c'est vraiment mes deux coachs et aussi coachs préférés. Elles ont toutes les deux aussi écrit des bouquins. Ils sont tous hyper bons dans leur unicité. Après, moi, j'écoute beaucoup aussi de podcasts sur les neurosciences, donc un peu qui sont plutôt axés vraiment comportement, études du cerveau et du comportement. Mais ça, c'est au gré en fait de mes clics sur Spotify. Si c'est plutôt par thématique
que des gens, voilà. Super. Non, mais déjà, t'as cité Mel Robbins et Brooke Castillo qui sont un peu, je pense peut-être tes mentors, effectivement, dans le dev perso. Ouais. Donc, je connais bien les deux. Moi, j'utilise le modèle de Brooke Castillo. Ouais. Au quotidien, et pareil, je le délivre aux élèves de Manager 360. Et Mel Robbins, pareil, il y a toujours des petites punchlines, des petites méthodes, des conseils tout simplement qui sont très bons en dev perso. Et puis là, elle invite en ce moment dans ses podcasts des scientifiques de tous ordres. Elle a fait même un podcast sur la ménopause là il y a pas longtemps, qui m'a bien aidé. Non mais il y a plein de thématiques différentes, hein, vraiment, voilà. Donc c'est en fonction aussi de ses besoins, quoi. Elle est très complète. Faut piocher en fonction de ses besoins. Elle est hyper complète. Et si on va aller dans le domaine francophone, nous avons Marie qui est ici présente. Tu as dit que tu avais écrit 14 bouquins sur le dev perso, donc t'as déjà tes 7 livres qui sont top. Moi j'en avais pris 2. Et t'as surtout là actuellement un super produit, et j'aimerais que tu en parles parce que je sais que ça peut vraiment aider les personnes, que tu le présentes, que tu en parles, et on mettra bien évidemment le lien dans la description par rapport à ça. Ouais, alors mon nouveau bébé, c'est la Happy Harmony Box. Donc en fait, c'est un concept. Les inscrits, si vous inscrivez à la Happy Harmony Box, vous recevez un bouquin dans votre boîte aux lettres, un vrai bouquin tangible. Donc le dernier que j'ai sorti là, Une vie happy en harmonie. Pour la box de l'été, c'est ça. Et ensuite, vous avez accès à un groupe privé, une plateforme sur laquelle vous avez plein de ressources que vous pouvez piocher au gré de vos envies durant le mois. Alors c'est une box trimestrielle, mais on peut s'inscrire aussi au mois si on préfère. Et durant le mois, là par exemple pour le mois de mai, on va avoir une masterclass avec une accompagnante, une thérapeute certifiée. Masterclass. On va avoir des workbooks en PDF qui vont être envoyés dans les boîtes mail. On va avoir des défis et des challenges tous les 10 jours avec justement des photos, des vidéos, voilà, plein de ressources en fait, plein d'outils de dev perso. Et ce qui change vraiment par rapport à quand on est tout seul dans cette forêt d'outils de dev perso, c'est la force du groupe, c'est la force de la communauté. C'est-à-dire que je crée des groupes de 20 personnes sur WhatsApp que j'anime avec le mood du jour, le défi du jour, etc. Et il se passe des trucs extraordinaires dans ces groupes-là. Donc la box existe depuis janvier, on a déjà fait un trimestre. Et vraiment le retour que j'ai eu des participantes, c'est que il y a pas de jugement, il y a que du soutien, alors on n'est pas dans un pays de bisounours, évidemment qu'il nous arrive toutes des trucs relous, mais c'est justement le moment d'échanger, de se soutenir et les outils de dev perso de les mettre vraiment en action en temps réel. C'est-à-dire qu'on n'est plus seul avec son podcast, on n'est plus seul avec son bouquin, on est vraiment accompagné, donc par moi évidemment puisque c'est moi qui suis la gentille organisatrice de la box, mais aussi les filles accompagnantes. Alors je dis les filles pour l'instant, on n'a que des participantes, mais c'est ouvert aussi aux garçons, hein, si vous nous écoutez, avec plaisir. On vous embarque dans l'aventure avec plaisir. Et donc c'est vraiment une aventure où les gens se soutiennent, partagent des choses. Donc voilà, il s'est passé des déclics et des changements extraordinaires déjà dans la box de janvier, février, mars. Il y a des filles qui ont changé de boulot, qui ont osé des choses au boulot de dingue. Et alors il y a des salariés, il y a des entrepreneurs. C'est pas ciblé sur tout le monde participer. Après il y a une thématique. Et donc là, la thématique de la box Happy Harmony, c'est évidemment l'harmonie entre la vie perso et la vie pro. Donc là, si tu te sens seul un peu dans cette multitude d'outils de dev perso, et si tu te sens seul aussi dans ta quête de cette harmonie vie pro vie perso, je pense que la box peut être un super accompagnement avec beaucoup de ressources, mais aussi cette grande liberté de participer ou pas aux masterclass, aux live, aux défis, aux challenges et aux workbooks, avec des replays et des ressources qui sont à vie. C'est-à-dire quand on achète la box, après on dispose des ressources à vie. Il n'y a pas de deadline avec attention, la formation va s'autodétruire dans 30 jours, voilà. Donc les ressources à vie, mais de la participation, évidemment, quand on participe en live, c'est encore plus impactant, mais il y a cette liberté aussi là. Il y a des gens aussi qui participent à la box. Vraiment en restant chez eux. Sandrine, il y a pas longtemps, m'a fait un retour en me disant, je l'ai partagé sur Instagram là. Ce qui est génial avec la box, c'est qu'on est chacune chez soi, mais ensemble quand même. Ah, j'adore la phrase, voilà. Elle est trop bien. Donc bien évidemment, le lien de la box est disponible dans la description de cet épisode.
Merci beaucoup Marie. Merci à toi Elodie. De nous avoir partagé, tu nous as partagé plein d'astuces et voilà, c'était important pour moi que tu partages tout ça dans Feedback parce que je sais que ça a parlé à beaucoup de personnes. Bien évidemment, on peut te retrouver sur Instagram. Pareil, ton compte sera dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller discuter avec Marie, à aller lui faire un petit coucou. Elle est à chaque fois hyper accueillante et nous, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est quand on avait échangé en DM sur Insta et au final, maintenant, on se fait un petit rendez-vous mensuel où on échange et où on papote tous les mois, même si on est loin. C'est vrai. Merci à toi, en tout cas, pour tout ce que tu as délivré aujourd'hui. Et n'hésitez pas, voilà, à aller découvrir la box. C'est un super accompagnement, un super outil pour enfin passer à l'action dans sa vie, tout simplement. Merci à toi et merci à toutes pour votre écoute. Merci beaucoup, Elodie. Merci de ton invitation. Merci. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.